Le mime Marcel Marceau qui rentre de Chine populaire, un mois de voyage, mais pas du tourisme, vous avez travaillé dans 4 grandes villes, c'est bien cela? Oui, nous avons été, enfin, on a joué à Pékin, à Tianjin, Nankin, qui est l'ancienne capitale de la Chine d'ailleurs, et Shanghai. J'étais dans 65 pays, j'ai traversé 5 fois les 5 continents, et j'ai été dans le sud-est asiatique, au Japon, mais quand on part en Chine, on n'est pas prêt de l'oublier. C'est vraiment un voyage fantastique, c'est quelque chose où on est marqué, je pense, pour la vie, et je pense que ce ne sera pas la première, et j'attends d'y retourner. Le succès a été rapide pour Marcel Marceau. Dès les années 50, il est considéré sur toutes les scènes du monde comme étant l'incarnation du mime. Cette reconnaissance ne doit rien au hasard. Elle est certes le résultat d'un travail acharné, mais elle vient également de la fascination de Marceau dès son plus jeune âge pour les acteurs qui l'ont précédé dans ce registre. De Bureau sur scène, puis Jean-Louis Barrault dans le film Les Enfants du Paradis, ont interprété le personnage de référence des mimeodrames du XIXe siècle, Pierrot. La rencontre de Marceau avec les acteurs du cinéma muet apparaît également comme une évidence. À 12 ans déjà, déguisé en Charlot pour faire rire ceux de son âge, il déclare sûr de lui « Plus tard, je serai mime ou rien ». Cette détermination étonnante pour un enfant sera sa force tout au long de sa vie. Il en aura bien besoin. La pantomime doit être tellement lisible qu'on comprend tout de suite. Si je m'appuie contre un bar, ou si j'allume une cigarette, ou si j'ai un papillon qui frémit, n'est-ce pas, il ne suffit pas de dire. Il ne faut pas que le public devine. Il faut qu'il voit tout de suite la mort du papillon. Il faut tout de suite qu'il voit les barreaux d'une cage. Hein. Il faut qu'il sente l'espace, il faut qu'il sente le volume des objets. Et s'il le voit, c'est de la magie. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'un mime n'est pas clair, c'est que c'est un mauvais mime. Janvier 2017, Camille et Aurélia Marceau déposent à la Cinémathèque de Toulouse les archives filmées de leur père. Elles ne connaissent pas précisément le trésor que représente cet héritage personnel et artistique. Les visionnages successifs vont révéler comment le travail de leur père était une façon pour lui d'interpréter les moments heureux ou dramatiques de sa vie. Vous avez pu comptabiliser le nombre de bandes à peu près? Les films, on doit être quelque chose comme 80 boîtes, quelque chose comme ça peut-être. Je n'ai pas fini encore, mais on doit être à 80. Ouais. 80 tout mélangé, à savoir les 16 mm, les 35 mm. Alors ça, on peut considérer que c'est un long métrage parce que c'est 5 bobines de film, donc je ne sais pas, un spectacle, ça devait faire bien 2 heures, quelque chose comme ça. Au moins. Voilà. Donc c'est une sorte de long métrage, en ce sens qu'au niveau de la durée, voilà, c'est un long métrage. C'est vraiment, j'allais dire toute une vie, mais c'est toute la vie audiovisuelle, en tout cas de votre père, quoi. Puisque avec La Bague de René, donc déjà c'est un film de René, donc ça c'est pas inintéressant, on va dire, même si on essaie de ne pas mettre de priorité à dire il y a des choses plus intéressantes que d'autres, mais malgré tout, c'est un film de 47. 46, ouais. 46. Oh là là, moi j'ai jamais vu ces images.
depuis le mois de janvier, en fait, on fait des visionnages pour découvrir en fait ces archives dont certaines sont totalement inconnues. Combien de fois on a vu les films de Chaplin, qu'on se regardait en boucle. Un lieu comme la Cinémathèque, pour nous aussi, c'est allier plein de choses. Enfin, je trouve que c'est... En même temps, on découvre tout ça, et en même temps, on est là, sur ce banc de montage. Enfin, c'est aussi allier aussi notre passion du cinéma à cette recherche et cette rencontre avec lui, quoi. Après, c'est vraiment étrange de voir la jeunesse du corps par rapport à la patte qui a... Enfin, il y a une aisance, une virtuosité du corps, mais qui fait vert un peu, qui fait jeune. Hein, il est tout jeune, là, on sent qu'il a... Et qui, avec le temps, a gagné cette espèce de patine, de force dramatique. D'intensité, oui. Là, c'est l'impétuosité de la jeunesse. Il découvre la jubilation d'être en scène, la jubilation de cette technique. Il y a une maturité qui arrive avec le temps. Il y a moins... Qui n'existe pas ici encore. Le mime, lorsqu'il prend une fleur, il devient la fleur. Lorsqu'il germine, c'est-à-dire lorsqu'il crée un arbre, la germination, ou lorsque l'arbre se crée, eh bien, il devient l'arbre, il devient l'écorce. Lorsqu'il mime le poisson, il respire, il devient le poisson. C'est pour ça que le silence est tellement beau. Voyez-vous, le silence... Ce n'est pas un temps mort. Le silence est une musique. Cette structure soliste, il l'a creusée, comme Giacometti, quoi. Il a tiré la matière de son art. Donc ça, j'ai énormément appris dans un cadre, avec un visage, des bras, dans le vide. Il a quand même vidé l'espace et qui était extraordinaire parce que c'était encombré. Le théâtre, dans la pièce, il y avait des livres, il fallait une bibliothèque, on prenait un café. Au moment où il y avait la consommation qui arrivait, les frigos, la société matérialiste, lui, il a dit « je vire tout et je suis tout seul au milieu et je travaille avec le vide ». Un bonhomme tout seul à Avignon, au Palais des Papes. Il faut voir un bonhomme, tout le monde disait « Oh là là, Marceau, Palais des Papes, dans cette grande scène, tout le monde redoute, cette grande muraille ». Ça a été un moment extraordinaire, parce qu'il faut lutter contre la muraille. C'est-à-dire, tu es comme ça, tu fais ça, comment tu passes la rampe? Comment t'intéresses à faire simplement un geste? Comment tu captives? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il a viré plein de gestes en trop, tu vois, pour garder l'essentiel. Le silence, c'est la suspension intérieure de l'âme qui donne l'écho de la pensée. Et c'est pour ça que je faisais dans adolescence, maturité, vieillesse et mort, au moment où le personnage va mourir, c'était l'écho de la vie.
J'en ai qu'une, d'Hamlet, t'as pas l'autre? Ça, c'est avec papa la répétition d'Abîme. Où est-ce que vous l'avez, Abîme? Abîme, là. Voilà. Et voilà, ça c'est les deux. Hamlet, j'ai que celle-ci. Là. Ah ben là c'est là. J'ai envie de dire, c'est un peu la photo de famille qui en dit long. Avec... Quand je montais le Cri des oiseaux, mon premier mimeaudrame au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. On n'avait jamais vu ces photos. Hein. C'est dingue. Les attitudes comme ça. Là, j'aime bien la tête que tu as là-dessus. Mais ça, c'est pas mal. Oui, puis celle-ci aussi, avec papa qui fait le masque. Avec les encadré par les deux masques. Ah oui. Celle-là, elle est marrante aussi, très mise en scène, mais... Oui, j'aimais beaucoup mettre en scène tous les masques que j'avais fait faire en plume sur le Cri des oiseaux. Oui, c'était... Ça, c'est l'école de mimeaudrame. Et je pense qu'il doit y avoir Joseph Nadj. Non. Le danseur, c'était dans ma classe. Il y a Joseph Nadj là. Oui, oui. On travaillait sur le ralenti. Je faisais travailler les élèves sur le ralenti. Voilà, qu'est-ce que c'est que le ralenti gestuel au théâtre? Tu vois, c'est pas une lenteur, c'est-à-dire un temps qui s'étire sans soubresaut. C'est un temps, c'est une densité dramatique. Ouais, c'était les premiers cours. Les moments de famille, que ce soit quand je vois Aurélia avec papa, ben finalement presque ils ont été plus vécus sur une scène que dans la vraie vie. Enfin, la vraie vie, c'est la vraie vie, mais... Je sais pas, je dirais pas ça. Je dirais que c'est nos vies. Nos vies. Mais le théâtre, c'est la vie. Enfin, le théâtre, il scrute le vivant. Et donc, les liens sont très, très forts. Et après, la maison, et ça, c'est le privé. Et ça, moi, je rentre pas dans le privé. Je préfère le garder... Voilà, et c'est ce que je dis, il y a la même tendresse. C'est-à-dire toutes les photos qu'on a privées, quand je vois comment il est, les photos de Bercher, voilà, je ne sais pas si vous les avez mises, avec vous, c'est des photos d'une tendresse. C'est vrai qu'il y a une douceur, un côté très, très lyrique, très maternel comme ça, très, très doux. Enfin, ce qu'on retrouvait dans la vie vraiment vis-à-vis de nous, dans cette affection. Je trouve qu'il l'avait sur scène aussi. Il y a l'interprétation, la représentation, et derrière, il y a toujours le drame, même dans le rire. Voilà, comme les musiques slaves, où on peut faire la fête, on peut danser sur la table, pieds nus, mais derrière la musique, il y a un drame. Il y a le drame d'un peuple, il y a le drame de l'humanité, et c'est ce que je ressens toujours dans son travail. Je suis né à Strasbourg, près de la cathédrale de Strasbourg, et on a tout fait toujours pour me mettre dans un climat, je ne dirais pas rassurant, mais un climat où la beauté était là. Et chez moi, c'était tout de suite un encouragement vers l'art. Bien entendu, il y a une brisure très grande, c'est la guerre. C'est qui nous a fauchés, enfin en pleine adolescence. C'est une déchirure qui est arrivée vraiment à ce moment-là, puisque Strasbourg a été déclarée ville ouverte et que par la suite mon père a été déporté. Alors ça a cassé, ça a déchiré notre famille, bien entendu.
ce qu'on a dit quand Blafard, c'est vrai qu'il découvre que son père est mort, et 1 an après, quasiment, il devient Bip, et il devient Blême. Enfin, et du coup, c'est comme si il rendait hommage sans cesse aussi à ce père disparu à travers son personnage, avec le chapeau, cette fleur. Enfin, moi, j'y vois aussi quelque chose une tombe que son père n'a pas eue et qu'il transporte avec lui, et c'est la tache au-dessus de sa tête. Je ne suis pas religieux, mais je trouve que c'est très beau la préparation avant de quelque chose. La préparation avant de manger, le recueillement avant toute chose. On ne prend plus le temps de se recueillir pour rien. Ça, pour moi, le blanc est très beau, en effet. C'est comme une page blanche sur laquelle on inscrit des sentiments. La bouche est déchirée d'un trait rouge. C'est l'amour, la passion, la souffrance. Il a créé Bip, mais il a créé sa compagnie. Et la compagnie, pareil qui rit, pareil qui pleure, le loup de Tsukumi, c'est des choses qui étaient à l'avant-garde, qui étaient vraiment, qui même aujourd'hui tiendraient absolument. Ça tiendrait absolument, parce qu'il a découvert beaucoup de choses avec Jacques Noël en plus, le décorateur, la lumière, les compositions. Il travaille avec des compositeurs. Enfin, c'était comme à l'époque, c'est-à-dire on travaillait vraiment avec... donc le manteau de Gogol, tout ça. Je pense que ça, c'était formidable, parce qu'il a vraiment apporté au théâtre des grandes choses au niveau scénique, au niveau visuel, au niveau du corps. On ne mettait pas le corps. Enfin, je veux dire, le corps, voilà, ça n'intéressait pas. Ça a été quand même une révolution. Il n'a pas dû beaucoup passer parce qu'il n'est pas rayé. Non, je pense que c'était vraiment des bandes qui étaient destinées à... déjà, c'était des enregistrements pour lui. Ce qui est formidable, c'est que c'est des enregistrements en public. Ça veut dire qu'on a vraiment les réactions du public. Et en fait, oui, elles étaient à destination d'un public de son école, par exemple, pour justement retravailler des numéros, tout ça. Ce qui est emblématique de ce numéro, le fabricant de masques, c'est toute la thématique du masque. C'est toute la métaphore de l'acteur et le tragicomique, en fait, de sa situation. C'est quelqu'un qui ne peut plus enlever son masque, qui est en train de rire. Donc il est là, il se frappe la poitrine, il essaye d'arracher le masque. En fait, il en pleure de désespoir, mais son masque rit. Voilà, son masque rit. Alors déjà, la performance d'acteur, de faire ça, de garder le masque figé sur le visage, qui est très très fort. Il y a tout le désespoir et la souffrance de l'homme sous le masque. Quelqu'un qui a fait rire partout dans le monde et en même temps qui porte une souffrance infinie. Pendant 12 ans, j'ai eu une troupe avec laquelle j'ai monté beaucoup de mimodrames. Lorsque la troupe a été dissoute en 1964, pour faute de subvention, et que je suis parti dans le monde entier en solitaire et en blanc et noir, c'est le cas de dire, la nostalgie des mimodrames a éclaté.
Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le besoin de peindre sur papier tout ce que je ne faisais pas en scène. Depuis que sa première compagnie n'existe plus, Marceau sillonne le monde avec son personnage, Bip, sans pour autant abandonner le projet d'ouvrir un lieu dédié au mimeaudrame à Paris. Passant de ministère en ministère, il ne baisse pas les bras. Il voit bien que face au pouvoir public, le combat n'est pas gagné d'avance. Et il lutte sans relâche pour les convaincre de l'accompagner dans son ambition artistique. On m'a fait des propositions aux États-Unis. Je peux à l'heure actuelle faire une compagnie nationale de mime aux États-Unis. Une compagnie de mime, ne parlons pas de nationale. Une compagnie de mime aux États-Unis. Mais je voulais vraiment le faire en France, la patrie de Pierrot. Je vais quand même monter une troupe, avec mes propres deniers. Je vais monter la troupe. Mais si les relations culturelles, si vraiment on ne me donnait pas ce que j'ai droit vraiment, je pense que le moment est arrivé pour transmettre cet art du mime à la nouvelle génération et pour faire des créations importante, et ce qui apporte un nouveau sang au théâtre, je pense que je partirai le faire aux États-Unis, ce qui serait vraiment regrettable. L'histoire d'amour entre Marceau et les USA a commencé bien avant ces tournées annuelles de plusieurs mois dans les salles de spectacle de 3 à 5 000 places. Et la reconnaissance de son talent se traduit par la remise d'un Emmy Award en 1956. Hollywood autrefois, et le monde du show business qui le vénère aujourd'hui voit en lui l'héritier des pionniers du cinéma muet. Pour autant, Marceau ne cédera pas aux sirènes américaines et son entêtement finira par lui donner raison. Comment la France, comment Paris, comment sa capitale, ne pourrait-elle, à travers Marcel Marceau, ne pas faire vivre cette école de sensibilité qui sera, j'en suis convaincu, un des points forts, un des points, en tous les cas, les plus brillants de sa vie culturelle. Cette école du mimeaudrame va former des acteurs, va former des mimes, va former également une troupe professionnelle, parce que je vais moi-même, je ne vais pas devenir seulement professeur et me retirer dans l'enseignement. Je vais fonder une compagnie qui prouvera que Paris sera de nouveau vraiment une capitale du monde. Comme si c'était un poisson, c'est aussi. Alors avec un sentiment que vous vous baignez dans la mer, c'est-à-dire que vos bras se baignent dans la mer et que c'est des bras qui sont comme des poissons. Voilà. L'air devient comme l'eau. Oh, la première rencontre avec Marceau, ça a été par une petite annonce dans un journal. Et ma compagne qui m'a dit à l'époque, regarde, le mime Marceau a une école. Elle me connaissait pour avoir un goût pour ce style, disons. Et j'avais tellement envie de percer le mystère de cet art par Marcel Marceau, que j'ai passé les auditions de son école, et puis j'ai réussi les auditions. J'étais instituteur à l'époque, jeune instituteur dans les Vosges. Je me souviens d'avoir vu, je devais avoir peut-être 11 ans, une captation de David et Goliath avec le système du paravent de Marcel Marceau. Et je crois que j'ai intimement voulu savoir ce qui se passait à cette vitesse-là derrière le paravent. On entre dans un temps sculpté, c'est-à-dire que la main dans l'espace doit supporter un poids différent qu'elle a dans la vie. On ne s'occupe pas du poids de sa main. Dans la vie, on va écrire, on ne fait pas attention au poids de sa main. On fait attention de ne pas renverser de l'eau, par exemple. Alors c'est déjà du mime sans le savoir. Parce qu'on commence déjà à faire attention, donc on s'occupe du poids de son geste.
Mais dans la vie, on ne fait pas attention, ou alors on soulève son chapeau, ou je ne sais pas, on met sa cravate, on s'adapte, on est obligé de s'adapter. C'est déjà du mime parce qu'il y a identification. Et chaque doigt doit prendre une forme dans l'espace. Quand j'étais élève de Marcel Marceau, c'est-à-dire il y a longtemps, ça devait être en 86, 87, il est passé ici pendant 40 représentations. Et moi, je suis venu ici tous les soirs. Parce que pour moi, voir Marceau, c'était plus important qu'un cours de Marceau. J'ai fini l'école et Marceau, il m'a demandé de partir avec lui aux États-Unis. Donc j'ai fini l'école, j'ai commencé à travailler tout de suite. Alors 2 tournées, j'ai dû en faire 7 ou 8 à peu près. Mais de travail avec lui, je sais pas, 15 ans, à 20 ans. J'ai peut-être vu plus que mon père dans ma vie, ce monsieur. Il rendait les choses immenses, immensément belles, immensément humaines, immensément sacrées, quoi. Nous sommes à l'École internationale du mimeaudrame de Paris. Cette école a été fondée en 1978 et je pense que le fait d'enseigner, d'être parmi les jeunes, vous oubliez votre âge. Je regarde, allez-y. Et j'ai commencé à tourner avec lui à l'occasion d'une tournée en France. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je suis entré dans l'équipe. Et donc j'ai participé de toutes les tournées entre 1985 et presque les années 2000. Quoi. Il souhaitait faire une création, il m'a demandé un sujet, je lui ai proposé ça, qui venait d'ailleurs d'un exercice qu'on fait avec les acteurs dans certains stages de formation. Et puis ce morceau existait, Le Miroir, oui, dans lequel j'étais le reflet de Marcel Marceau, pratiquement en improvisation en permanence. Donc être son reflet à ce moment-là, ça valait le coup pour un artiste. En 1990, Marcel Marceau reçoit un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Célébré dans le monde entier, tant par le monde du spectacle que par le public, qui se presse depuis 40 ans pour le voir sur scène, Marcel Marceau a tout réussi. Fondateur d'une école de mimeaudrame à Paris, directeur de compagnie de théâtre à plusieurs reprises, il va pourtant tout perdre. Il ne le sait pas encore, mais la vitre à laquelle il se heurte ce soir de mai 90 n'a pas fini de lui faire obstacle. Ou peut-être, pressentant les années difficiles à venir, tient-il à nous alerter sur la menace qui plane sur la place de l'artiste dans la société. Tournée, école, spectacle, pendant 15 ans, Marcel Marceau travaille sans relâche. Et lorsqu'en 1991, son école est placée sous la tutelle d'un administrateur par le tribunal de commerce, il ne s'en préoccupe pas. Il sait bien que l'argent est le nerf de la guerre, mais il n'est pour lui qu'un moyen, et pas du tout une fin en soi. Alors il continue à sillonner le monde, à donner ses cours,
laissant la tutelle gérer ses affaires durant 15 années encore, jusqu'en 2005. Il subit alors de plein fouet la fermeture de son école. Quelles que soient les difficultés du quotidien, il reprenait toujours le dessus par ce souci permanent qu'il avait de recherche de vérité. Et l'école faisait partie des choses de l'artisanat de ce métier dont il avait absolument besoin. Quand l'école a fermé, c'était une surprise. Et puis surtout, ça a été une surprise qui a été faite d'une manière vraiment honteuse. Ça s'est passé comme ça. Alors, on est arrivé début septembre pour les auditions. Il y avait quand même 400 personnes dans la rue, hein, rue René Boulanger, derrière le canal Porte Saint-Martin. Et il y avait des gens de la mairie. La porte était fermée, donc on m'a fait rentrer et ils nous ont dit bah, vous faites pas les auditions. L'école ferme. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'école, vous les amenez au bout et on arrête. Oui, mais les gens qui sont dehors, bah, vous leur dites qu'il n'y a pas école. Alors, c'était une école internationale. Donc, il y avait des gens qui venaient du Japon, des jeunes qui venaient de Colombie, du Brésil, de Russie, de Bulgarie, d'Afrique, enfin, tous des jeunes. Hein. Au début, ils nous ont fait miroiter qu'on allait au contraire changer de locaux et ils nous ont fait travailler sur un projet de nouvelle école et tous les mois il y avait une réunion. Au début Marceau était là, après il était là, je le voyais, il avait une feuille, il dessinait, il avait compris quoi. Cette situation ubuesque d'un homme qui est parti de rien, qui a construit toute une carrière, qui est connu dans le monde entier, qui a acclamé, qui a porté l'art du mime, et qui se retrouve dans cette situation, oui, ubuesque, avec cette administration judiciaire, devoir rendre des comptes, être... et aller jusqu'à dire je travaille comme un cheval et presque être la marionnette de lui-même, en fait, être On pensait, et il pensait, au vu de son travail acharné, qu'il remboursait en fait ses dettes. Et en fait, tout était gelé. C'est-à-dire qu'en fait, il ne remboursait rien. Mais on lui disait, mais votre train de vie est maintenu, donc voilà, vous gardez votre maison, vous gardez tous vos objets, c'est déjà formidable, c'est une fleur, c'est une faveur qu'on vous fait. Donc c'est une situation extrêmement perverse. Lorsque la justice décide de mettre en vente les biens de Marcel Marceau, c'est un choc pour Aurélia et Camille. Cette décision est d'autant plus cruelle qu'il semble finalement moins déterminant de renflouer les caisses que d'atteindre symboliquement l'artiste en organisant l'éparpillement de son patrimoine. Maisons, tableaux, objets. Comme s'il s'agissait d'effacer progressivement le souvenir de l'artiste dans la mémoire collective. On est allé de ministère en ministère pour essayer de comprendre la situation, pour essayer de sensibiliser aussi l'État français à cette situation, à cette menace aussi qui pesait sur tout le patrimoine de toute une vie. Et ça a été une longue balade quand même, on peut le dire maintenant. Oui, c'est vrai qu'à plein de moments, dans cette histoire de spoliation, de combat même qu'on a repris nous, on s'est souvent dit ça. Oui. C'est David contre Goliath, c'est pas possible. Il bâtit
un empire artistique, enfin je veux dire pas un empire de pognon, un empire artistique qui dédie sa vie à l'art du mime, à un art dramatique, à dire quelque chose parce qu'il part de ce drame d'être enfant caché, de la perte du père, et il perd tout, et tout part en fumée. Il y a du Kafka. C'est Kafka. Ah ouais, complètement. C'est Gogol, mais il y a aussi cet univers un peu de Kafka. Complètement. Ce côté, les... bureaucratie, ouais. l'administration. Ah, les couleurs sont superbes. Et alors, ils sont subjugués par ce magnifique manteau. C'est pas qu'un conte qu'il raconte, il raconte aussi quelque chose de lui, je pense, à travers ce manteau. C'est comme une demeure, en fait. C'est une maison, c'est un nid. Ah, ça, c'est Les magnifique. ombres surgissent. L'illusion n'aura pas duré longtemps. Et du coup, on ne saura pas qui sont ces ombres. Est-ce que ce sont ses collègues hypocrites qui l'ont porté au nu avec son nouveau manteau? Est-ce que c'est juste des envieux, des brigands? On ne sait pas. Tout se passe dans l'ombre. Dans tous les cas, c'est très violent. Il l'attrape. Tout se fait dans l'ombre parce que c'est la nuit. Ils le mettent à terre. Ils le menacent. Et il lui dérobe, confisque son manteau. L'école a fermé en juillet, je crois, 2005. Et il tombe malade en octobre 2005, suite à sa tournée en Amérique du Sud. Donc nous sommes voilà, sous le choc. On se rend immédiatement à Paris pour y voir plus clair. Et on découvre que notre père est dans un état, il est complètement au bout du rouleau, épuisé, complètement dénutri, affaibli, dans un épuisement, mais qui frise la mort. Il a perdu énormément d'argent au théâtre, donc bah oui, et en même temps tout le monde, il fallait payer les salaires, il fallait avait toujours payer, souci de payer
extrêmement bien les gens avec qui il travaillait. Voilà, donc c'est ça l'accumulation, c'est ça l'argent et de finir à la rue. Voilà, c'est une grosse équipe qu'il faut. Il y a un bureau, il y a des assistants, il y a des téléphones, il faut payer tout ça. Et lui, voilà, comment est-ce qu'on paye ce train de vie artistique, en quelque sorte. Et en même temps, heureusement qu'il jouait, parce que heureusement qu'il devait trouver un certain plaisir à jouer. Que reste-t-il de l'art de Marceau? Aucun lieu n'est véritablement dédié au mimeaudrame aujourd'hui. S'il n'a pas trouvé sa place dans la société actuelle, même s'il existe ici ou là des écoles ou des festivals de mime en France, son héritage se trouve sans doute davantage dans la recherche de formes artistiques différentes. D'abord, je l'ai rencontré en le regardant, comme artiste aérien, poétique, avec cette allure du personnage qu'on voit souvent chez Chagall, un peu sauteur, un peu en l'air, en suspension. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais membre du gouvernement, donc entre 1997 et 2000. Lorsqu'on parle beaucoup du moonwalk, qui a été repris par Michael Jackson, je ne pense pas qu'on soit juste sur l'influence de Marcel Marceau dans la danse contemporaine. Je pense qu'il y a un héritage de Marcel Marceau dans la manière dont les danses urbaines allient l'acrobatie, la maîtrise du corps, et en même temps aussi cette recherche de perfection dans le geste. La forme du spectacle, c'est-à-dire la mise en scène de la personne humaine, dénuée de tout, en quelque sorte, sauf de son corps. Donc moi, je pense que ça reste absolument je dirais presque une ascèse. Marceau, pour moi, c'est avant tout un danseur, en fait. Et le lien qu'on peut avoir avec la danse, c'est-à-dire qu'on se passe de mots et en fait, le langage corporel est notre alphabet poétique. Le lien qu'il y a entre Mime Marceau et mon travail, c'est toute l'inspiration que le Mime Marceau nous a contribué, en tout cas à cette culture, ce qu'on appelle la culture hip-hop, notamment la danse hip-hop. Donc c'est une culture avant tout de l'appropriation qui s'est inspirée d'énormément de choses, du cinéma muet, du jazz et notamment du Mime Marceau, qui a contribué à ce que les premiers b-boys à l'époque s'en inspirent, notamment sur l'effet de glace, la marche contre le vent, toutes ces techniques en tout cas que Marceau pratiquait a été une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Bien sûr que Bip est un personnage merveilleux. Il y a Bip d'un côté, avec ses aventures, c'est formidable.
peut faire des jeux vidéo, enfin, c'est le monde, bah ouais, c'est le virtuel, les mondes virtuels de Bip, tous les scénarios. C'est un personnage de scénario. Marceau est un acteur. Marceau m'a ouvert toute l'avant-garde des écritures contemporaines, puisque c'est ma spécialité, les auteurs d'aujourd'hui, sur des écritures qui sont parfois indéchiffrables, très labyrinthiques, c'est-à-dire tu as des blocs. Il y a quelques blancs, mais des parenthèses dans les parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors tu peux dire, qu'est-ce qu'il a à voir Marceau là-dedans? Eh bien oui, Marceau, il m'a appris que c'est comme une partition trouée, tu vois, c'est comme John Cage, c'est-à-dire que dans ces blocs de silence, c'est là qu'on se faufile avec le corps. S'il n'y a plus de corps, on tire un rideau, radio, blablabla. Et moi, c'est tout sauf radiophonique. Voilà, justement. Mais c'est l'expérience scénique et c'est le monde du silence. C'est ce que je voudrais rendre. Et il le savait et il compte sur moi de dire, pas remets-moi au théâtre, mais tu as compris, parce que je le lui disais en même temps, tu as compris ce que... voilà, je suis bien donc un homme de théâtre, quoi. Tu me reconnais comme étant... c'est ça, en fait. Que je le reconnaisse comme un homme de théâtre. Moi, je dirais que je pense que ce qu'il faut retenir de Marcel Marceau, c'est que toute esthétique est politique et que le geste artistique sans le souci de l'humanisme est vain. Alors j'étais en 1961 à Hollywood. Un reporter vient me trouver et me dit « Marcel Marceau, vous qui aimez les grands acteurs du muet, voulez-vous rencontrer Max Sennett ?» Alors bien entendu, je dis « Mais c'est extraordinaire, oui. » Au fur et à mesure que je m'approche, il nous attendait et il avance tout doucement. Et arrivé tout près de lui, je m'aperçois que sa chemise était très usée. Une cravate, le mot anglais shabby, une cravate vraiment usée, délavée. Et la raison pour laquelle Max Sennett s'est trouvé dans cette situation, c'est qu'il a été entièrement ruiné par la dépression 29. C'est comme Stan Laurel et Hardy, par exemple, qui ont fait de la télévision et qui n'ont pas touché, enfin, qui sont vraiment morts pauvres, n'est-ce pas? Et quand on n'a pas eu la chance, ou quand on n'a pas eu l'intelligence, ou quand on n'a pas eu la possibilité, ou le système lui-même, que je réprouve, c'est que l'État ne fait rien pour un acteur. Je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, avec ce qui se passe, parce que je trouve que quand on a rendu service à son pays, sur le plan artistique, l'État se doit une reconnaissance